Alors, bonjour. Notre prochain podcast, on a un invité spécial. On a invité Monsieur Steve Dubois. Steve, bonjour. Salut. Steve est le directeur général de l'AGIR, qui est l'Alliance des groupes d'intervention pour le rétablissement en santé mentale. On voulait prendre un peu de temps ensemble là, pour réfléchir, surtout au niveau de la différence des approches envers les hommes. Donc, je me permets là, de faire une petite spécification. Évidemment, le genre masculin dans tous les sens. Là, on veut juste savoir un petit peu qu'est-ce qui fait peut-être que les demandes d'aide pourraient être différentes, en quoi les services pourraient être gagnants d'une certaine façon. Donc, Monsieur Dubois, je pense que je peux t'appeler Steve. Ben oui. OK. Donc, Steve ayant travaillé dans divers organismes communautaires de la région, va pouvoir nous parler un petit peu de comment on intervient auprès des hommes pour s'assurer qu'ils se sentent compris, écoutés dans les services au niveau de l'approche aidance là, en santé mentale. Donc, Steve, tout d'abord, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours qui nous explique un petit peu de où tu viens pour avoir travaillé avec autant de personnes? Oui, ben j'ai fait plusieurs choses. J'ai parfois aussi combiné des emplois, moi, dans la vie. Donc, j'ai débuté dans une ressource intermédiaire qui était associée à Robert Giffard à l'époque, une résidence intermédiaire. Après ça, j'ai travaillé au centre de crise. J'ai travaillé dans un organisme qui s'appelle l'Arc-en-Ciel dans Portneuf, qui avait toutes sortes de mandats. Où je coordonnais, entre autres, là-bas, le service d'aide aux proches, aux membres de l'entourage, et aussi le centre de prévention du suicide. J'ai aussi travaillé dans une ressource pour hommes, et dédiée aux hommes, ici, dans la capitale nationale. Puis, quand on parle aussi de centre de prévention du suicide, on sait que le suicide est surtout masculin. Donc, j'ai eu beaucoup à travailler avec des hommes. J'ai aussi travaillé auprès des agriculteurs dans Portneuf. Donc, là, on a aussi une clientèle très masculine et aussi, qu'on dit, traditionnellement masculine. Donc, tout ça m'amène à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait différent chez les hommes ou non. Oui, bien, c'est super intéressant en plus d'avoir euh, la variété d'interventions puis de milieux dans lesquels tu as pratiqué. Donc, justement, parlons-en. Qu'est-ce qui, selon toi, favorise que les hommes demandent de l'aide? Parce qu'on le dit depuis tout le temps, depuis toujours, il y a des campagnes, il y a plein de façons qu'on essaie de demander aux hommes de lever la main quand ils ont besoin d'aide, mais quelles seraient les approches gagnantes là, qui fait Hmm. que la personne vienne plus rassurée dans nos Mhm. services? Tu sais, il y a eu toutes sortes de... Entre autres, il y avait Jeannie Hull, là, une chercheure qui avait beaucoup travaillé avec Marc-André Dufour sur comment intervenir auprès des hommes. Puis à une époque, il donnait plein de trucs, là, tu sais, dont arriver à l'avance pour pas que la personne qui ait un stress peut-être à consulter, qu'elle doive attendre en plus, puis augmenter le stress. Utiliser parfois des moyens très concrets aussi, plus adaptés peut-être à l'éducation, à comment on éduque les gars dans la socialisation, là, puis, qui est comme un trait qui semble commun chez plusieurs hommes, là, de vouloir être davantage dans du concret. Donc, il y a des façons d'adapter les services, mais surtout pour qu'ils se sentent à l'aise. Peut-être ça commence aussi par des campagnes un peu plus ciblées, avec des hommes sur les affiches, sur les dépliants, des témoignages d'hommes, des citations, des phrases qualitatives, hein, des hommes qui diraient que j'ai consulté, ça m'a aidé. Tout cet exemple-là, comme pour tous les autres sujets, hein, que ce soit parler des gens qui ont une couleur de peau différente, ou, tu sais, quand on veut s'adresser, il faut qu'ils soient bien représentés un peu partout dans les médias. Donc ça, c'est déjà une idée. Mais j'ai surtout aussi envie de dire que ça a changé. Si, il y a quelques années, il y a peut-être 10-15 ans, on portait plus attention à comment s'adresser aux hommes,
il semble en tout cas que de plus en plus d'hommes se sentent concernés, savent que les ressources sont là pour eux, qu'ils en ont besoin et qui osent consulter. Donc ça s'est un peu démocratisé, si on veut, là, l'accès aux ressources. Mais vous êtes à même de constater ici comme ailleurs qu'il y a toujours moins d'hommes qui consultent malgré tout, là. Effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ici au Cercle polaire, on a remarqué là, dans les dernières années, effectivement, une augmentation des demandes venant des conjoints, des personnes qui sont dans un couple, peu importe que ce soit avec un homme ou une femme, mais des papas aussi, des pères monoparentales qui ont des difficultés avec des enfants, qu'on se questionne beaucoup sur la santé mentale des fois de leurs propres enfants, de leurs amis. Donc, on voit qu'il y a une augmentation, mais la tangente n'est pas encore... on n'est pas encore dans une égalité homme-femme du tout. Puis j'aurais le goût de dire que c'est important aussi qu'on puisse entendre les hommes, parce que, veut pas, on a maintenant des intervenants masculins, je pense que ça aide. Oui. Il y a des ressources qui sont spécialisées vraiment pour les hommes, mais il reste que c'est vraiment encore... j'ai l'impression que souvent, on attend la situation de crise avant de demander. C'est peut-être ça aussi la différence. Les hommes consultent généralement assez tardivement. Il faut vraiment que ça n'aille pas bien, qu'ils s'en démunissent. En tout cas, traditionnellement, c'était ça. Ça l'est peut-être moins aujourd'hui, mais je pense qu'il faut le rappeler. Là. Consulter plus tôt, c'est mieux. On s'en sort plus rapidement. C'est plus facile. Consulter, c'est fort. Ça, c'était des campagnes qui ont existé. Demander de l'aide, c'est fort. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez connu et reconnu, ça. Mais encore, on tarde à consulter. On n'ose pas trop. Il y a des hommes qui nous disent... je ne saurais pas comme quoi dire. Ou j'ai l'impression un peu que je ne suis pas adéquat, que c'est pas correct si je vais consulter, alors que c'est plutôt le contraire. Quand on consulte, c'est parce qu'on prend soin de notre santé mentale. Ça aussi, ça a changé. Il y a longtemps, la santé mentale, c'était pas perçu tout à fait comme quelque chose que tout le monde devait prendre soin. Aujourd'hui, on sait, on a tous une santé mentale à s'occuper. On a tous des moments plus forts, moins forts. Donc, on a tous à s'en occuper. Puis moi, ce que j'aime bien avec les proches aussi, ou dans les familles, c'est avoir les visions un peu de tout le monde. Fait que si on a un couple ou une famille, ça se peut qu'ils ne s'expriment pas de la même façon. Disons, un couple homme-femme, la femme ne s'exprimera peut-être pas de la même façon, mais il faut qu'il y ait de la place pour les deux. Et c'est ça qui est intéressant aussi de voir que comme on est des personnes différentes, nécessairement, chacun aura ses visions différentes. Tu sais, il y a eu un moment où, dans les services pour les membres de l'entourage, il y avait des conjoints qui laissaient parler leur conjoint, mettons, puis qui disaient, moi, je suis comme elle, là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais finalement, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que non, il y a des distinctions. Puis c'est normal, il faut valoriser aussi que comme on est deux êtres humains, on pense les deux différemment et on n'est pas la même personne. Et la vérité se retrouve pas nécessairement chez l'un ou chez l'autre, mais plutôt entre les deux. Donc ça, c'est intéressant parce qu'un couple, disons, qui s'inquiète pour leur enfant qui développerait un trouble de santé mentale, les deux vont le vivre différemment. Ça m'est arrivé, par exemple, de voir... que dans une famille, c'était l'homme qui était surtout le pourvoyeur à l'époque, puis qui lui disait non, notre enfant, il faut être un peu tough love, là. On lui a donné beaucoup de choses, il était assez autonome. Moi, quand j'avais son âge, j'étais autonome. Mon père n'aurait pas fait ça pour moi. Puis la mère, des fois, en cachette, elle donnait de l'argent, et là, ça faisait des conflits. Finalement, c'était pas tant le fils qui était problématique. Des fois, c'est que les deux parents, ils s'entendaient pas dans leur façon de voir. Et c'est là qu'on a du travail aussi à faire pour faire des ponts entre les deux, puis voir où est-ce qu'on se réunit sur ce pont-là. Là. Tu sais, c'est où l'endroit qu'on va pouvoir travailler ensemble. Bien, c'est pour ça aussi qu'ici au Cercle polaire, on en offre des rencontres avec... de couple. De couple. Ouais. C'est pas de la médiation pour le couple, évidemment, il faut faire attention, mais bel et bien de s'asseoir, de réfléchir ensemble pour qu'on puisse viser un axe, avoir une visée commune. Comme ça, c'est pas un qui est gentil, l'autre qui est méchant, l'autre moi, je suis pas d'accord. Fait que de prendre le temps de s'asseoir ensemble,
puis d'avoir une discussion ouverte sur les pratiques parentales. Ça aussi, je pense que c'est nouveau de s'asseoir vraiment puis de dire, ben moi, j'aime pas quand tu cries pour pouvoir faire entendre ta parole. Alors, tu sais, de la communication non violente, on en parle de plus en plus, mais c'est vraiment là, de s'asseoir avec des messages « je », puis moi, j'ai besoin que tu me supportes quand notre enfant se désorganise, parce que moi, ça me fait vivre des émotions de peur, de crainte. Puis c'est là aussi que dans ces rencontres-là, on peut vraiment dire comment, en tant que parent, ou peu importe que ce soit quelle personne de l'entourage, là, mais comment qu'on peut le soutenir à notre façon, avec nos couleurs aussi, parce qu'il y a des limites. Hein? Moi, j'ai une limite, c'est mon enfant, je l'aime tellement que j'y donnerais tout. Ben, l'autre parent peut être en désaccord avec cette façon-là, puis même des parents qui vivent en séparation peuvent quand même avoir le besoin de s'asseoir une fois de temps en temps, puis de réfléchir comment qu'on continue notre rôle parental au-delà Oui. de la séparation. Puis, tu sais, on disait tantôt, des fois, trouver une voie commune. Puis des fois, c'est pas commun. Moi, je vais agir comme ça, toi, tu agis comme ça, puis c'est clair pour nous, puis on est bien là-dedans, puis on va le vivre comme ça. Ça peut être ça aussi. C'est pas toujours obligé d'être en commun. Mais parfois, ça l'est, parfois, ça l'est pas. Il faut juste voir comment on va vivre avec tout ça. Mm. Tu sais, chez les hommes aussi, il y a quelque chose dans la vulnérabilité. Il faut comme pouvoir s'admettre. Des fois, c'est un défi un peu, là, s'admettre dans nos vulnérabilités. On n'a pas été toujours éduqués ou socialisés comme ça, qu'un homme a des émotions. Les hommes ont de la difficulté, des fois, à reconnaître même leurs émotions. Tu sais, l'autre jour, j'ai eu, par exemple, un homme qui me disait qu'il avait été consulté, lui, pour ses yeux. Parce qu'il avait été voir un spécialiste là, des yeux, parce qu'il pensait qu'il y avait un problème. Et finalement, une fois qu'ils ont bien investigué le tout, là, ses yeux étaient bien corrects, mais ils lui ont appris que ça, c'était pas un problème de yeux qu'il y avait, c'était un problème d'émotion. OK. C'était les larmes qui C'était les larmes qui étaient là. nécessairement, ils comprenaient peut-être pas encore que c'était des émotions qu'ils vivaient. Hey, c'est quand même fort ce que tu me dis là, parce que Oui. ça veut dire que la personne est tellement peu En contact, en habituée. reconnaissance de ce Exact. qu'elle vit. Hey, c'est bien intéressant parce que je me dis, il y a certainement plein de personnes qui vivent ça. Puis là, on s'intéresse hommes, mais je pense que ça peut être la même chose femme. Là, la difficulté de venir chercher l'émotion puis de la nommer. On a tendance, tu sais, la société nous apprend à renfermer beaucoup ces émotions-là. Oui, c'est ça. C'est là qui est dangereux parce qu'on attend trop tard puis que ça explose. Fait que, tu sais, Ou encore, il y a comme un genre de 5 émotions officielles. Tu sais, de la tristesse, de la joie, je sais pas quoi. la colère, puis tu sais, c'est la juste honte, ou tu sais, des fois c'est un peu limité, puis les gens ils vont dire, ben je me reconnais dans aucune de ces catégories-là, c'est comme autre chose, ou ce serait peut-être un mélange entre ça puis ça. Puis des fois, il faut faire de l'éducation là-dessus. Tu sais, sortir notre feuille avec les types d'émotions possibles, des listes. Oui, puis c'est Pour, ça. C'est ce que les organismes offrent. Puis, tu sais, Oui. des groupes de soutien aussi, on se rendait compte que maintenant, il y a quelques présences masculines et de prendre la parole devant d'autres gens Ah oui. en parlant d'émotions, en nommant des choses aussi qu'on n'est pas toujours fiers, hein, de dire, ben je suis peut-être pas le meilleur pour livrer mes émotions, mais je suis ici pour apprendre, puis pour devenir meilleur. Donc, tu sais, Oui. c'est des belles opportunités, je pense, les groupes de soutien, Oui. pour venir se pratiquer dans un comfort zone, là, dans un endroit où est-ce que il y a personne qui va juger, mais on apprend à nommer. Ça, c'est magnifique. Tu sais. Les hommes, moi j'en ai animé là, des groupes de soutien pour hommes, puis tu sais, l'idée qu'on entend des fois que les hommes ça parle pas. Ben quand ils sont ensemble, puis qu'il y a de l'espace, puis qu'ils se sentent bien, puis habituellement ils se sentent assez bien rapidement, là, ben ce sont les premiers à dire à quel point ça leur fait du bien, de dire à quel point ils se sentent choyés d'avoir un espace comme ça pour parler de ce qu'ils vivent réellement, puis voir qu'il y en a d'autres qui vivent des choses un peu similaires, qui sont pas tout seuls. Puis ils vont dire aussi des choses comme pourquoi on m'a jamais appris? On aurait dû apprendre ça à l'école, comment gérer ses émotions, comment les nommer, comment gérer des conflits. Non, ben, puis accepter, justement, là, tantôt, tu as parlé de vulnérabilité, là, mais d'accepter qu'on se trompe, d'accepter que, justement, on l'a pas appris, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est pas nécessairement dans ta boîte à outils déjà en partant, hein, fait que c'est ça, d'aller
d'aller consulter dans les organismes, c'est d'aller chercher des outils, puis des fois, quand on y va un peu avant que la crise explose, ben on peut sauver pas mal d'énergie aussi, de se dire comme, ah, ben regarde, si je lui expliquais là, que ça vient me chercher, peu importe, là, quand elle ne prend pas la médication, puis que je la vois se désorganiser, puis que ça me fait peur, ben, d'apprendre à nommer ça, ça peut vraiment aider aussi. Puis des trucs, hein, tu sais, des rencontres comme ça, on va partager des idées d'outils, d'écrire des lettres, de faire des actions concrètes, comme tu disais tantôt, pour pouvoir avoir ce sentiment-là de se libérer de cette peur, de cette tristesse, peu importe c'est quoi les émotions. Là. Donc, Ouais, quand ils arrivent dans les services, souvent, le plus gros est fait. Parce qu'ils voient bien rapidement qu'ils sont bien accueillis, que c'est pas compliqué, que c'est pas une question de savoir quoi dire ou pas. Que c'est rapide, que c'est gratuit. Tu sais, Oui, oui. c'est rassurant pour quelqu'un qui va pas bien de se dire, ben rapidement, je peux avoir quelqu'un Ouais, parce qui que s'assoit là, avec moi. Là. faut savoir que tout seul, des fois, on a l'impression, on peut avoir la croyance qu'on va s'en sortir tout seul, puis qu'on n'a peut-être pas besoin des autres, ou que c'est peut-être plus facile parce que ce serait honteux sinon d'en parler. Mais par expérience, on voit bien que tout seul, des fois, c'est très très long, et on peut être très vulnérable, d'autant plus vulnérable et moins fonctionnel, versus consulter avec quelqu'un de spécialisé là-dedans, comme aller au garage pour son auto si on n'est pas connaissant pour savoir comment changer des freins, ben on va perdre beaucoup moins de temps, ça va être beaucoup plus efficace. Donc déjà, il y a ça, oser. Puis après ça, je pense qu'il faut informer. Hein, c'est savoir entendre la demande, là, puis que si c'est pas précis, rassurer, donner plus d'explications, comment ça fonctionne. Parce que, puis de normaliser que c'est pas grave si vous avez rien à dire, on va trouver, vous allez voir, dites-moi là si vous n'êtes pas confortable. Tous ces obstacles-là, aux premières rencontres, des fois, là, qui freinent un peu l'élan de les consulter, absolument, on est très bon, des ressources là, pour démystifier ça. Puis aussitôt que c'est fait, les gens ils se sentent très bien, puis ils vont se dire souvent j'aurais dû faire ça avant. On l'entend vraiment souvent, là. Pourquoi j'ai attendu? Aussi longtemps. J'attends pas quand j'ai mal à un pied pour aller voir un médecin. Quand c'est dans le physique, on dirait que c'est naturel parce que ça fait mal, puis on veut que ça se règle, mais on s'entend que la santé mentale peut tout autant faire des ravages si on s'en occupe pas, puis si on attend en se disant effectivement que ça va aller mieux à un moment donné, ben on peut rater la chance de vivre des années où est-ce qu'on se prend en main puis qu'on fait des belles réflexions puis qu'on avance dans notre façon de cheminer puis d'être un meilleur être humain, un meilleur conjoint, un meilleur ami, hein? Parce que souvent aussi, on entend les phrases, là, je demande pour un ami, là, on rigole avec ça, mais tu sais, des fois, c'est vrai qu'en voulant aider quelqu'un, on s'aide nous-mêmes, hein? Ouais. Donc, oui, c'est de l'expérience. Consulter, c'est avoir une nouvelle expérience de plus. Hein? On en ressort nécessairement grandi. Puis la bonne nouvelle, ben c'est ça. C'est que les hommes consultent maintenant davantage, reconnaissent, comprennent mieux, la socialisation change, on a le droit d'être plus vulnérable. Il y a des pubs à la télévision de toutes sortes d'hommes qui ont osé prendre la parole, puis dire qu'il y avait des difficultés, puis qui ont consulté. Donc tout ça transforme notre société aussi. Puis l'éducation à l'école, partout. Hein? Je pense oui, avec des modèles positifs. Mais écoute, Steve, je tiens à te remercier d'être venu prendre ce temps-là. Ça va nous faire plaisir de te réinviter. Donc, je terminerai simplement, évidemment, en rappelant à tous que les ressources existent pour la santé mentale, peu importe. On peut faire le 211, le 811 option 2. C'est des lignes de professionnels qui viennent vous écouter pour vous référer les meilleurs organismes. Évidemment, le Cercle polaire est toujours ouvert de jour de semaine, là, de 8h30 à midi, de 13 à 16h30. Donc, on prend les appels et rapidement, dans la journée, on a un retour d'appel puis on a un rendez-vous rapide. Donc, ça aussi, ça peut être rassurant là, pour ceux qui ont besoin. Alors, n'hésitez pas. Et je vous remercie et bonne écoute. Et on se revoit pour un prochain podcast rapidement. Merci, Steve. Merci.